19h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur 24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce vendredi 21 avril. À la une, le monde musulman fête ce vendredi à Eid al-Fitr. C'est également le cas de la Palestine occupée. Bravant les obstacles imposés par l'occupant sioniste, quelques 120 000 Palestiniens ont effectué la prière ce matin à la mosquée Al-Aqsa. Et en ce premier jour de Eid al-Fitr, situation toujours aussi tendue au Soudan. La prière du vendredi matin a été marquée par la rupture de la trêve. Les combats entre armées régulières et les forces de soutien rapide continuent. En Tunisie, le président Kais Saïed réaffirme son rejet catégorique de toute forme d'ingérence dans les affaires intérieures de son pays, affirmant poursuivre le processus de réforme. Et au lendemain de la visite de Jens Stoltenberg à Kiev, le Kremlin qualifie l'OTAN de bloc agressif qui menace la sécurité de la Russie et qui a pour intention d'engloutir l'Ukraine dans son alliance. C'est jour de fête pour la communauté musulmane à travers le monde. De nombreux pays musulmans, à l'instar de l'Algérie, célèbrent ce vendredi le premier jour de Eid al-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan et le début du mois de Shawwal, du calendrier de l'Hégire. Les traditions pour célébrer cette fête religieuse varient selon les différentes communautés, mais toutes procèdent aux visites des proches ou encore au partage de cadeaux ou de gâteaux traditionnels. Nos pensées ce soir vont droit au peuple toujours colonisé, la Palestine et le Sahara occidental en tête. La Palestine, on en parle justement, où la fête religieuse de Eid al-Fitr est célébrée sous haute tension. Et malgré les violences et toutes les restrictions imposées par l'entité sioniste, quelques 120 000 personnes ont effectué la prière à l'esplanade des mosquées. Mohamed Wali Ben Shaban. Pour clôturer le mois béni du Ramadan, environ 120 000 Palestiniens ont célébré ce vendredi matin la fête de l'Eid al-Fitr. Dès l'aube, les Palestiniens, hommes, femmes et enfants, ont commencé à affluer vers la mosquée Al-Aqsa pour prier dans la joie, malgré la douleur. Bonne fête à nos blessés et bonne fête à nos prisonniers dans les prisons d'occupation. Nous prions Dieu pour nous aider à libérer nos prisonniers, à libérer notre pays et à le rendre aux musulmans. Malgré toutes les souffrances qu'endure le peuple palestinien, ce jour de fête de l'Eid est une échappatoire pour les populations de tous les territoires palestiniens occupés. Malgré la douleur, l'escalade qui aurait pu se produire et les menaces, Dieu merci, le cœur du peuple palestinien est toujours rempli de foi et de paix. Dieu merci, le Ramadan est passé et nous étions vraiment heureux, même si nous souffrions de ce qui s'est passé à Al-Quds. Au terme d'un mois béni de Ramadan qui aura été cette année encore tragiquement émaillé de violence,
À Gaza, autre bastion de révolution et de résistance, les habitants de la ville ont convergé en famille dans une atmosphère solennelle vers la mosquée pour l'accomplissement de la prière de l'Eid en attendant de jours meilleurs. Et en ce premier jour de l'Aïd, les forces d'occupation sionistes ont accentué leurs agressions. 7 jeunes Palestiniens ont été arrêtés à Naplouse et Al-Quds occupés. Et à Ariha, les forces sionistes ont arrêté 3 jeunes Palestiniens après avoir attaqué leur maison familiale, les empêchant ainsi de célébrer cette fête religieuse auprès de leurs proches. Une fête de Eid al-Fitr marquée par ce drame qui s'est produit au Yémen. Une bousculade meurtrière a fait au moins 85 morts et plus de 320 blessés hier lors d'une action caritative dans la capitale Sanaa, organisée dans le quartier de Bab el-Yamen. Ce mouvement de foule a eu lieu dans une école du quartier de la Vieille Ville où des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour recevoir des aides financières. Et l'actualité ce soir, c'est aussi le Soudan. Les affrontements se poursuivent ce vendredi entre l'armée et les paramilitaires, en dépit de multiples appels au cessez-le-feu. Alors que de nombreux habitants célébraient l'Aïd al-Fitr, des tirs et raids aériens ont secoué la capitale Khartoum dans la nuit et la matinée. Amin Touta. Situation volatile au Soudan après 7 jours de violence et une trêve avortée qui coïncide avec le premier jour de l'Aïd al-Fitr, où les habitants de Khartoum se sont réveillés sous les bruits des explosions et des images de fumée au-dessus du ciel de la capitale soudanaise. Entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise, le langage des armes ne s'est pas apaisé, notamment dans le sud de Khartoum depuis samedi matin, et ce malgré les appels de la Ligue arabe, l'Union africaine et les Nations unies, à l'image de son secrétaire général Antonio Guterres, qui a exhorté un cessez-le-feu entre les deux parties pendant au moins 3 jours. Pour le numéro 1 de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, le pays connaît une conjoncture difficile qui a attristé la population en ce premier jour de Eid al-Fitr. Honorables citoyens, notre pays célèbre cette année la fête de l'Eid al-Fitr. Notre pays s'est vu affliger une blessure profonde qui a fait des victimes, de nombreux blessés, des familles déplacées, détruites, des institutions et des maisons. La ruine et la destruction et le bruit des coups de feu n'ont pas laissé de place à la joie que notre peuple mérite. Et nous en sommes profondément attristés. Sur le terrain, le bilan s'alourdit au fil des heures et qui s'ajoute au risque de saturation des établissements de santé. Selon plusieurs sources, le tiers des hôpitaux ont été détériorés depuis le 14 avril. De nombreux habitants de Khartoum ont été contraints de quitter la ville vers d'autres régions, en plus des ressortissants étrangers qui ont été rapatriés par leur pays d'origine, à l'instar de l'Allemagne, le Japon et plusieurs pays occidentaux. Une impasse politique qui pèse sur la situation humanitaire dans le pays et qui s'est traduite par des premières vagues de déplacés civils, notamment vers le pays voisin, le Tchad. Et en parlant de bilan, l'Agence des Nations Unies pour les enfants, l'UNICEF, a déclaré qu'au moins 9 enfants avaient été tués au Soudan et plus d'une 50aine ont également été blessés au cours des affrontements qui continuent de faire rage dans le pays. Une situation qui limite fortement l'accès aux soins et aux médicaments essentiels. Safwan El Sabri. Le conflit au Soudan compte déjà plus de 400 morts. Il n'épargne pas les civils et les enfants, alors que les combats font rage dans la capitale soudanaise. On dénombre déjà au moins 9 morts parmi les enfants et plus de 50 blessés. Une situation qui inquiète les organisations internationales dont l'UNICEF qui a tiré la sonnette d'alarme sur l'embrasement de la situation et ses conséquences sur les enfants. Nous avons maintenant des rapports d'au moins 9 enfants tués, au moins 50 ont été blessés. Ces chiffres continueront d'augmenter tant que les combats continueront. Ils n'ont donc pas accès à l'électricité et ils sont terrifiés à l'idée de manquer de nourriture, d'eau, de médicaments. Nous avons maintenant une situation où un soutien vital pour environ 50 000 enfants est menacé. Des enfants souffrant de malnutrition sévère et aiguë. Si la violence ne cesse pas, le bilan risque de s'alourdir. Les blessés ne peuvent pour l'heure pas recevoir les soins de première nécessité.
L'escalade de violence a poussé les enfants à se réfugier dans les écoles et les centres de soins, alors que les combats ont lieu parfois à quelques encablures. Des hôpitaux et d'autres infrastructures d'aide humanitaire primordiales ont été endommagées ou tout simplement détruits. Direction la Tunisie à présent, où le président Kais Saïed a réaffirmé sans équivoque son rejet catégorique de toute forme d'ingérence dans les affaires intérieures de la Tunisie. Lors d'un conseil ministériel restreint sur les réformes de l'éducation, Kais Saïed a affirmé poursuivre le processus de réforme pour réaliser les revendications légitimes du peuple tunisien. Certaines capitales occidentales ou partis ont exprimé leur désarroi. C'est tout à fait normal que les ministères des Affaires étrangères sont toujours mécontents. Mais pourquoi ces expressions de mécontentement alors qu'actuellement il s'agit d'une guerre civile? La loi a été appliquée par des juges honnêtes. Est-ce qu'il y a eu une interpellation pour la liberté d'opinion ou pour une position prise? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi ces partis n'ont-ils pas été dérangés lorsque 13 soldats ont été massacrés durant le Ramadan? Pourquoi ne se sont-ils pas préoccupés après le bombardement du bus de la sécurité présidentielle? À l'occasion de la célébration de Eid al-Fitr, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye a adressé un message de félicitations au peuple libyen. Des félicitations marquées également par un message politique. Abdoulaye Bathily réitère son appel, l'unité, la réconciliation nationale et au même titre la tenue d'élections. Des priorités selon lui pour lancer les jalons de la reconstruction. Tinina Makassi. À l'occasion de l'avènement de la fête de l'Aïd el-Fitr, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye a adressé un message de félicitations au peuple libyen. Abdoulaye Bathily souhaite que cette journée soit également un moyen pour renforcer la solidarité pour la paix et l'unité au sein de la Libye. J'espère que la fête de l'Aïd el-Fitr sera un catalyseur pour renforcer la solidarité et un moyen de concrétiser la paix et l'unité nationale entre les Libyens. À cette occasion, j'appelle tous les acteurs politiques, responsables militaires et sécuritaires, notables, représentants de la société civile, des institutions et des autorités à se rassembler et à favoriser le consensus pour tracer une voie claire et unifiée vers la paix et la stabilité en Libye. J'appelle les Libyens à renouveler leur engagement à participer au processus électoral pour contribuer à reconstruire la paix et à lancer les jalons de la stabilité. Même si l'heure est à la célébration de la fin du mois du jeûne, le chef de la mission d'appui des Nations Unies pour la Libye garde les yeux rivés sur ses objectifs, à savoir une sortie de crise pérenne. J'exhorte toutes les parties à s'aligner derrière les efforts des Nations Unies pour permettre la tenue d'élections cette année. Le peuple libyen tient à tourner la page de la souffrance et de la division et attend avec impatience l'inauguration d'un nouveau chapitre de paix et de stabilité. Nous ne les laissons pas tomber. Je renouvelle également mon appel quant à la libération de toute personne détenue abusivement à travers tout le pays, autant que facteur crucial pour instaurer la confiance et établir une réconciliation nationale globale. S'exprimant sur son compte Twitter, Bathily réitère son appel et exhorte l'ensemble des parties prenantes à la crise libyenne de favoriser l'unité et le consensus. Pour l'envoyé spécial de l'ONU, une seule voie est immuable pour lancer les jalons de la reconstruction. Et il n'a pas manqué de le rappeler. Non seulement en encourageant les dirigeants libyens à s'aligner derrière les efforts des Nations Unies, mais aussi en conviant le peuple libyen à faire de cette élection leur cause. À peine rentré de Kiev, où il a effectué une visite surprise, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, était aujourd'hui présent à la réunion de coordination des alliés de l'Ukraine, organisée dans la base américaine de Ramstein en Allemagne. Une réunion principalement dédiée à la livraison d'armes à l'Ukraine. Sofiane Baroudi. À l'occasion d'une visite surprise à Kiev, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, a affirmé que l'avenir de l'Ukraine était, je cite, dans la famille euro-atlantique. Il a également rappelé que le principal objectif de l'OTAN et de ses membres était de s'assurer que Kiev remporterait une victoire militaire. La question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance devra être examinée lors du prochain sommet de Vilnius à l'été prochain.
Pour sa part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté le patron de l'Alliance Atlantique à aider Kiev afin de surmonter les réticences des partenaires à livrer certaines armes, principalement des missiles longue portée, des systèmes d'artillerie, des avions de chasse et des chars lourds. D'ailleurs, le ministère de la Défense danois a annoncé que le Danemark et les Pays-Bas s'apprêtaient à acquérir 14 chars Léopard 2 à l'Allemagne afin de les livrer à l'Ukraine. Le ministre de la Défense ukrainien Oleksiy Reznikov a pour sa part confirmé, il y a quelques jours, l'arrivée de systèmes américains de défense antiaérienne Patriot à Kiev. Si la Slovaquie et la Pologne ont livré des chasseurs MiG-29 et que Varsovie a même proposé de remettre une trentaine d'exemplaires à Kiev, le sujet du pourvoi d'armement au front ukrainien en vue de la préparation d'une contre-offensive tant invoquée par les Occidentaux continue d'entretenir des débats clivants dans le camp des alliés de l'Ukraine. À ce propos, les représentants d'une cinquantaine de pays du groupe de contact se retrouvent dans la base américaine de Ramstein afin de plancher sur la coordination de l'aide militaire à l'Ukraine. Dans ce siège, le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a déclaré en ouverture des travaux, je cite, que les alliés de Kiev étaient plus unis que jamais dans le soutien aux forces de la liberté, selon son qualificatif. Pendant ce temps, sur la ligne de front, des combats de haute intensité continuent de faire rage, notamment dans les régions orientales et méridionales. Les troupes russes ont attaqué des positions ukrainiennes dans plusieurs directions, à Kharkiv, Kupiansk ou encore Slaviansk. L'avancée des détachements d'assaut russes se poursuit du centre vers l'ouest dans le chaudron stratégique de Bakhmut, épicentre des combats dans le Donbass. Pour rappel, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, s'est rendu sur le front sud, dans la région de Kherson-Zaporizhzhia, auprès de l'état-major du groupement Dniepr. Il s'est également déplacé sur le front est, dans la région de Lugansk, où il a rencontré le commandement opérationnel de la garde nationale russe déployé dans cette zone. L'OTAN est un bloc agressif qui considère la Russie comme son ennemi. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Une déclaration faite un jour après que le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré lors d'une visite à Kiev que tous les alliés de l'OTAN avaient convenu que l'avenir de l'Ukraine était dans l'Alliance. L'OTAN continue de démontrer son caractère agressif dont nous parlions avant même le début de l'opération militaire spéciale. De toute évidence, l'OTAN poursuit sa ligne visant à engloutir et à attirer l'Ukraine dans l'Alliance. Notre président a également parlé de cette menace potentielle bien avant le début de l'opération. Nous avons affaire à un bloc agressif qui considère notre pays comme son ennemi et porte atteinte à la sécurité de la Russie. Sport football, retour sur les résultats des quarts de finale des deux compétitions européennes jouées jeudi soir, l'Europa League et l'Europa League Conférence. Les clubs italiens ont passé les tests des quarts de finale avec succès. Faisal Salah. Les compétitions européennes sourient aux Italiens à nouveau. Les clubs de la Serie A sont de retour afin de conquérir l'Europe. Les Italiens se sont illustrés cette semaine. Après la qualification des deux clubs de Milan en demi-finale de la Ligue des Champions, jeudi soir, c'était le rendez-vous quart de finale, retour de l'Europa League et l'Europa League Conférence. Dans la première compétition, la Roma de Mourinho a réalisé une masterclass face aux Néerlandais de Feyenoord 4-1 à l'Olympico 4-2 au total. Les Giallorossi affronteront les Allemands du Bayern Leverkusen en demi-finale. Le club allemand s'est qualifié pour sa première demi-finale européenne depuis son épopée en Ligue des Champions en 2002. La deuxième demi-finale de l'Europa League se jouera entre deux géants, la Juventus de Turin et les Espagnols du FC Séville. Les coéquipiers de Di Maria ont arraché un match nul face au Sporting, un but partout après leur courte victoire au match aller à Turin. Sevilla, quant à lui, écrasait Manchester United 3-0. En Europa League Conférence, les deux clubs belges sont sortis bredouilles. C'est le Happy Man, Saïd Benrahma et sa formation de West Ham qui feront partie du dernier carré après une victoire 4-1 face au club belge Gent. Les Anglais seront opposés à la Z Alkmaar en demi-finale, qualifiés aussi aux dépens d'un autre club belge, Anderlecht. Boudaoui et Nice n'ont pas réussi à passer les quarts de finale après leur défaite face aux Suisses de Basel 2-1 après les prolongations. Au dernier carré, Basel jouera Fiorentina qui s'est qualifié malgré sa défaite 3-2 au match retour. La Viola s'est imposée 6-4 en match aller-retour. Les Italiens engagés dans les compétitions européennes seront bel et bien présents aux demi-finales. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Al24 News. Très bonne soirée à tous.